Ce gars élève des ogres immortels pour des points. Un monstre qui, peu importe combien de fois vous le tuez, ressuscitera le jour suivant, encore plus fort et plus rapide grâce à sa compétence de décapitation. Il les abat d'un coup précis et considère la chasse comme un véritable entraînement. Avec les points qu'il gagne, il bénit un arbre desséché pour en faire un pommier impérial, et ses pommes se vendent à un prix exorbitant, mais il n'a pas toujours été aussi fort. Pour mieux comprendre l'histoire, revenons au début. La Terre mourait, ayant perdu toute vitalité. Puis un être a révélé ce dont la Terre avait besoin. L'être absolu a suggéré de partir vers un autre monde. Ainsi, les envoyés, désormais vus comme des héros, ont quitté la Terre pour explorer d'autres mondes. De ces mondes, ils rapportent des éléments essentiels à la survie de l'humanité. Chonsu, notre protagoniste, travaille dans le jardinage des déchets, mais il veut aussi devenir expéditeur. Après sa journée, il va au centre de réunion des expéditeurs. Une foule dense tente d'obtenir des informations sur leurs proches. Il se fraye un chemin avec détermination parmi les autres personnes pour atteindre le réceptionniste. Le réceptionniste vérifie son registre et se rend compte que Shansu n'a pas assez pour payer l'enquête qu'il demande. Il lui dit de revenir quand il aura enfin l'argent requis. Shansu supplie l'homme de lui donner au moins des nouvelles, mais il est bousculé par le client suivant. Shansu n'a pas d'autre choix que de s'écarter, et il rentre chez lui avec détermination. Apparemment, quand il était enfant, son père était un vétéran de haut rang, aussi appelé revenant. Ils étaient toujours ensemble, mais quand l'état de la Terre s'est dégradé, il a été renvoyé en mission. Depuis, il n'a plus revu son père après une longue attente. Sa mère est aussi partie chercher son mari. Finalement, Shansu s'est retrouvé seul. Il a tellement grandi que les souvenirs qu'il a avec eux ont commencé à s'estomper. Il ne peut même plus se souvenir clairement de leur visage. Soudain, une lumière dorée éclatante frappe l'extérieur de son appartement, laissant une vague massive qui l'envoie voler contre le mur. Il s'évanouit totalement, et quand il se réveille, plusieurs heures ont passé. Une alerte d'urgence apparaît sur son téléphone, avertissant des turbulences et de l'éclair causé par le retour d'un revenant. Pour aggraver la situation, un revenant de rang S annonce sa retraite. Choquant tout le monde, le type de rang S parle de la façon dont il n'a pas réussi à protéger les expéditeurs qui l'accompagnaient. Il n'a pas pu protéger son dieu non plus. Finalement, il est revenu seul, un échec. Le type dit qu'il ne peut plus être envoyé en mission car il a perdu la capacité et les qualifications nécessaires. Apparemment, le séisme et la lumière vive étaient dus à son retour. D'une voix brisée, il annonce sa retraite et demande à tous de faire de leur mieux pour protéger la Terre. C'est une mauvaise nouvelle pour tous, car la population de la Terre est maintenant sous 500 millions, rendant difficile la formation de dispatchers de haut rang. Shansu n'arrive pas à croire que le type ait échoué dans sa mission et prenne aussi sa retraite. Juste alors, il entend frapper à la porte et se demande qui cela peut être. Il se lève et marche vers la porte, se demandant pourquoi il a une visite, car c'est inhabituel. Il ouvre la porte et entend une voix l'appeler, mais il ne voit personne debout devant la porte. Juste au moment où il commence à croire qu'il devient fou, la voix lui dit de regarder en bas. Shansu baisse les yeux pour apercevoir un adorable lapin qui parle, tenant une tablette et le fixant intensément. Cela effraie tellement Shansu qu'il tombe en arrière, mais le lapin poursuit simplement son affaire, lui demandant calmement s'il est bien Shansu. Le lapin dit alors à Shansu de se calmer car il lui apporte une merveilleuse nouvelle. Le lapin sourit, félicitant Shansu d'être devenu un répartiteur. Shansu est choqué d'entendre cela, ce qui le force à demander au lapin à nouveau s'il sait ce qu'il dit. Le lapin admet que Shansu est probablement confus, mais il lui assure que cela n'enlève rien au fait qu'il a été choisi. Comme Shansu agit bizarrement, le lapin propose de changer d'endroit. En traversant un couloir inconnu, le lapin demande à Shansu s'il a des compétences spéciales, car la plupart des gens en ont au moins une. Shansu répond alors qu'il est le meilleur dans la Ligue des déchets, c'est pourquoi il n'est même pas qualifié pour être un répartiteur. Cependant, il est plutôt doué pour tailler les arbres ou les fleurs. Le lapin est profondément choqué en entendant cela, et Shansu est également surpris que le type l'ait approché sans savoir qu'il est sans valeur. Le lapin se calme ensuite, disant qu'il y a toujours une raison à tout. Il assure à Shansu qu'il pourrait être sans valeur, mais cela ne change pas qu'il a été choisi. Shansu est stupéfait car il ne s'attendait jamais à être dans le centre de répartition, ce qui signifie qu'une chance s'est enfin présentée pour lui. Ils arrivent devant une très grande porte et le lapin suggère qu'ils entrent pour continuer leur conversation. Avant que le lapin ne puisse continuer ce qu'il disait, Shansu avait déjà atteint la porte. Il essaie d'ouvrir la porte géante, mais pour des raisons évidentes, la porte ne bouge pas. C'est alors que le lapin lui demande avec dégoût ce qu'il fait avec la porte. Le lapin dit que l'entrée qu'ils vont utiliser est à sa droite. Shansu n'en croit pas ses yeux lorsqu'il réalise que le lapin pointe vers une toute petite porte qui est parfaitement adaptée pour le lapin, mais pas du tout pour les humains. Le lapin dit qu'il n'a jamais eu de problème à utiliser la porte, et Shansu est obligé de lui rappeler qu'il est un fichu lapin. Pensant que le lapin est fou, Shansu dit qu'il doit partir et le lapin lui demande s'il est sûr de prendre la bonne décision.
Le lapin lui rappelle qu'il a échoué à tous les tests qu'il a passés, mais qu'en fin de compte, une opportunité rare est venue frapper à sa porte. Le lapin lui demande s'il pense qu'une telle opportunité se présentera à nouveau dans sa vie. Le lapin dit à Shansu qu'il ne veut pas le forcer, il est libre de partir s'il le souhaite vraiment. Après cela, Shansu doit ramper à travers le petit passage pour suivre le lapin jusqu'à son bureau lumineux et bien rangé. C'est choquant pour Shansu car il s'attendait à un petit bureau. Le lapin lui dit alors qu'il existe un monde qui lui est spécialement adapté. Shansu est confus par cela, demandant s'il existe un monde différent qui correspond à chaque personne. Le lapin l'informe qu'il existe un monde appelé Block Type Land Grabbing et qu'un événement est en cours. Les yeux de Shansu s'illuminent de surprise en voyant cela, et le lapin suppose qu'il est au courant, mais Shansu dit que c'est la première fois qu'il en entend parler. Le lapin mentionne que le monde est le plus recherché ces derniers jours. Apparemment, le monde a la caractéristique unique de recevoir la protection divine d'un dieu. Shansu s'intéresse davantage en entendant cela car le revenant a aussi parlé d'un dieu. Le lapin remarque le changement d'expression et assure à Shansu que son choix n'est pas lié à l'événement récent. Shansu demande alors au lapin de quel type de dieu il parle, et le lapin mentionne que les dieux sont attribués de manière aléatoire, mais comme Shansu est sa personne préférée, il pourrait aussi bien lui donner la chance de choisir le dieu qu'il veut. Le lapin sort alors 3 cartes et demande à Cheonsu s'il est prêt à choisir. Shansu est confus par cela car il ne sait même pas laquelle des cartes est bonne ou mauvaise. Le lapin lui rappelle que cette opportunité pourrait ne pas se représenter, et Shansu est d'accord avec lui en se souvenant de son père. Shansu est énervé d'hésiter même en premier lieu. Shansu choisit alors sa carte et une représentation visuelle du dieu apparaît juste devant lui, le choquant. Cela lui fait une peur bleue, et lorsqu'il regarde la carte qu'il a choisie, il se rend compte qu'il s'agit du dieu de la négation, avec un taux de 44%. Le lapin le presse de ne pas être lâche, car tout ce qu'il a vu n'est qu'un effet dramatique. Avec son cœur presque hors de son corps, Shansu se demande quel genre de dieu aurait besoin d'un effet qui le pousse presque dans l'au-delà. De plus, Shansu ne pense pas que ce dieu soit le bon choix pour lui, car le nom seul annonce des ennuis. Shansu se relève et demande nerveusement au lapin s'il peut tirer les cartes encore une fois. Le lapin le rassure en disant que c'est possible, ce qui le surprend beaucoup. Shansu tire rapidement la carte et, comme auparavant, il obtient à nouveau le dieu de la négation. Shansu est furieux et commence à supposer que les tirages sont une arnaque parce qu'il n'y a pas moyen qu'il obtienne le même dieu à chaque fois. Le lapin lui dit alors qu'il n'y a rien de mal avec les cartes. Shansu est véritablement surpris de voir le lapin changer d'expression, puis il lui dit qu'il a simplement une ultime chance de tirer une carte. Il exhorte Shansu à faire un choix judicieux. Cette fois, Shansu est frustré et espère juste choisir quelque chose qui ne soit pas le dieu de la négation. Il tire une autre carte, et cette fois, une lumière verte éclatante apparaît, illuminant le visage de Shansu d'espoir. Cette fois-ci, il a tiré une carte qui est la déesse de l'abondance, mais elle a une probabilité de moins de 1%. Il est sur le point de perdre intérêt lorsqu'il voit une représentation visuelle de la déesse et là, elle est vraiment magnifique. Même le lapin peut voir l'imagination pratique sur le visage de Shansu. Le lapin sourit, demandant à Shansu s'il aimerait une autre chance. Cela choque Shansu parce que le gars lui avait littéralement dit qu'il lui avait donné sa dernière chance. Shansu demande alors au lapin ce qui se passerait s'il choisissait la carte actuelle, et le lapin lui fait savoir qu'il devrait partir immédiatement. Shansu est très choqué en entendant cela, et le lapin lui demande s'il y a une raison précise pour laquelle il hésite. Il lui dit qu'il a une chance rare et précieuse de passer de simple dispatcher à retourneur. Le lapin commence à remplir sa tête de douces imaginations sur la façon dont les gens le célébreront pour être un héros. Le lapin lui dit qu'être un expéditeur lui donnera une très bonne vie, 10 fois meilleure que celle qu'il vit actuellement. Shansu réalise que le lapin a en fait raison parce que sa vie est fondamentalement sans valeur. Il prend sa décision, et le système l'informe qu'il a été choisi pour servir la déesse de l'abondance. L'image de la déesse lui est montrée, et c'est exactement ce qu'il avait imaginé dans sa tête. Shansu sourit, croyant qu'il pourrait faire n'importe quoi s'il était avec une telle déesse. Shansu demande alors au lapin où il est censé aller. Le lapin ouvre un portail, disant qu'il est temps pour eux de partir, mais à ce moment-là, il pousse Shansu directement vers le portail. Shansu craint de demander au lapin s'il est vraiment sûr pour lui d'entrer dans le portail. Le lapin le taquine en disant que le portail est magnifique, mais pour Shansu, il regarde un piège mortel évident. Néanmoins, il n'a pas l'intention de reculer, car il prévoit de réussir brillamment pour montrer à ses détracteurs qu'ils ne valent rien. Alors qu'il médite sur sa future réussite éclatante, le lapin le pousse brusquement dans le portail. À cet instant précis, une voix réprimande sévèrement le lapin pour son intervention directe, lorsqu'il sait que c'est tout à fait interdit. Le lapin répond qu'ils n'ont pas le choix car Shansu est le seul qui peut aider. En se faisant aspirer dans le portail, Shansu aperçoit l'écran de chargement et un conseil apparaît lui indiquant que le pourcentage signifie la taille de la faction des dieux.
Cela choque Chansu jusqu'aux os car il pensait que le pourcentage était une probabilité, mais il s'est avéré être quelque chose de pire. Chansu arrive enfin dans son nouveau monde. La traduction n'a pas été couronnée de succès. Voyant cela, des larmes coulent de ses yeux et il conclut qu'il est perdu. Chansu s'attendait à une terre fertile, mais tout ce qu'il regarde n'est rien d'autre qu'un désert. La fenêtre du système revient, accueillant Chansu dans le monde du creusement. Cela dit à Chansu qu'il est l'apôtre de la déesse et qu'il doit sécuriser un maximum de droits fonciers par le creusement. Avant de commencer, il pense d'abord à regarder autour. Il se rend compte qu'il doit trouver la déesse et il tombe soudainement sur une vieille faucille usée. Il se demande si quelqu'un l'a utilisée puis jetée. Étant jardinier, la faucille s'adapte parfaitement à sa main. Soudain, il ressent une présence écrasante derrière lui, et la peur le saisit à l'idée qu'un monstre est sur le point de le dévorer. La peur s'empare de lui quand il réalise qu'il n'a même pas encore vu la déesse et qu'un monstre pourrait faire de lui son repas. Chansu pense que mourir est la dernière chose qu'il veut maintenant. Il décide de menacer le monstre en balançant sa faucille. Il se retourne et la balance très fort, seulement pour voir qu'il n'y a pas de monstre, mais un mignon hamster qui le regarde. Chansu s'accroupit pour observer le hamster, et il peut clairement voir qu'il n'éprouve aucune hostilité à son égard. Soudain, il lui vient à l'esprit qu'il pourrait obtenir un bonus en éliminant le hamster, et le hamster pousse un cri de peur. Chansu sourit parce qu'il a réussi à embêter le hamster. Il décide de le laisser vivre tant qu'il ne lui cause pas de problème. Soudain, le hamster se retourne pour partir. Le hamster s'arrête à une distance, indiquant à Chansu de suivre. Chansu commence à courir après le hamster, qui est rapide pour sa taille. Chansu se demande où ils vont jusqu'à ce qu'ils arrivent à un ruisseau où Chansu remplit vite sa bouteille d'eau pour boire. Il se sent très rafraîchi et demande au hamster s'il sait où la déesse séjourne. Le hamster essaie de lui répondre, mais leurs techniques de communication diffèrent l'une de l'autre. Le hamster continue à avancer, et Chansu le suit, attendant de voir où le hamster le mène. Quelques instants plus tard, ils arrivent à un énorme arbre qui a séché comme les arbres sur Terre. Chansu marche sur un ginseng desséché, ce qui le choque. Il se demande ce qu'un ginseng fait dans un endroit si délabré, mais le hamster s'empare soudainement du ginseng et l'éloigne de Chansu. Chansu est confus car il pense que le ginseng est pour le hamster. C'est alors que la notification s'affiche, informant Chansu qu'il a découvert la déesse. Chansu croit que le système a un bug parce qu'il n'a vu la déesse nulle part aux alentours. Chansu divague à ce sujet lorsque le hamster attrape sa jambe et il suppose que le hamster se moque de lui. Il attrape le hamster, lui disant qu'il est occupé et pas prêt à jouer. Cependant, l'expression du hamster révèle à Chansu quelque chose d'important qu'il avait manqué. Dans la surprise la plus inattendue, le ginseng flétri et la fichue déesse. Chansu ne veut pas y croire, car la déesse qu'il a vue était très généreuse, et il n'y a pas moyen qu'elle se soit flétrie en une vilaine racine de ginseng. Comme il n'est pas prêt à croire ses yeux, le hamster sort une loupe pour qu'il puisse regarder à travers, et c'est à ce moment-là qu'il accepte enfin la réalité. Il se tient la tête de douleur, car l'accaparement des terres et le pourcentage qu'il a vu n'étaient rien d'autre qu'un présage de sa situation future. Chansu se rappelle que les chiffres montaient quand il tirait les cartes, ce qui veut dire que l'influence du dieu grandissait alors. Chansu n'arrive pas à croire que le dieu de la négation était en réalité une bonne carte, et c'était dur à croire puisqu'elle apparaissait souvent. Chansu se demande si la déesse s'est flétrie car son influence a vraiment diminué. Chansu regarde la déesse, se demandant pourquoi elle ne se réveille pas. Il commence à craindre qu'il ait complètement tué la déesse lorsqu'il marche sur elle, mais le hamster le fixe simplement comme un type vraiment stupide. Il lui vient alors à l'esprit qu'il pourrait réveiller la déesse s'il lui donnait un peu d'eau. Il verse de l'eau sur elle et, à sa grande surprise, un effet vert brillant émerge du corps du ginseng. Cela indique à Chansu que l'eau fonctionne et il continue à lui en donner davantage. Il noie la déesse dans l'eau, rétablissant finalement ses sens. La déesse manque de se noyer et commence à souhaiter que Cheonsu s'arrête avant qu'il ne soit trop tard. La déesse reprend enfin vie et Chansu célèbre ses compétences agressives en réanimation. Le hamster est également content que son maître soit de retour à la vie. Juste à ce moment-là, Chansu s'incline devant la déesse, lui offrant ses salutations et lui disant qu'il est son apôtre. La déesse réussit à s'asseoir pour observer son apôtre. Chansu est complètement perdu sur ce qu'il doit faire jusqu'à ce qu'une notification apparaisse, lui disant qu'il peut devenir plus fort en utilisant ses compétences. Chansu est surpris car il ne savait pas qu'il y avait des compétences disponibles pour lui. Il voit l'une des compétences qui est la bénédiction de la déesse, et bien qu'il n'y ait aucune description de ce que fait cette compétence, Chansu suppose qu'elle sert à rendre les cultures belles. Juste à ce moment-là, il l'applique et il se rend compte que la bénédiction s'appelle décapitation. Cela choque Chansu, puisque décapitation signifie essentiellement couper une tête. Il ne veut pas s'imaginer couper des têtes juste pour vivre abondamment. Cependant, il conclut qu'il est impossible que la déesse de l'abondance lui donne une compétence si violente.
Chansu se tourne vers la déesse pour lui demander s'il est vraiment destiné à couper la tête de quelqu'un, et la réaction de la déesse le confond. Il conclut alors qu'il n'y a rien d'autre à faire que de décapiter quelqu'un. Cheonsu réfléchit aux implications possibles et réalise soudain que le hamster pourrait être prêt pour la décapitation. Le hamster est occupé à célébrer la renaissance de la déesse. Ne sachant pas que Chansu le fixe avec les yeux les plus maléfiques qui soient, le hamster se retourne pour voir Chansu entièrement armé et prêt à le couper en deux. Juste avant que la faucille ne puisse frapper, le hamster s'enfuit. Chansu continue sa poursuite et, réalisant qu'il n'y a pas d'échappatoire, le hamster se cache derrière la déesse. Chansu dit calmement au hamster qu'il n'est pas content de ce qu'il s'apprête à faire, mais que c'est pour le bien de la déesse. Soudain, le hamster et la déesse commencent à paniquer, et quand Chansu se retourne, il voit une créature terrifiante se tenant derrière lui. Chansu observe également que le hamster a bondi devant la déesse, et c'est à cet instant précis qu'il réalise que le hamster n'était pas un monstre après tout. Chansu reconnaît son erreur et comprend qu'il doit se racheter en affrontant le véritable monstre qui se dresse devant lui. Cependant, la question de savoir s'il peut le faire reste posée. Chansu est un homme courageux et il se précipite vers le monstre avec la faucille en main, et grâce à la compétence de décapitation, il peut voir exactement où il doit couper. Il active la compétence de décapitation et saute sur le monstre, balançant la faucille si fort qu'il abat le monstre en un seul coup. Le hamster et la déesse sont laissés sous le choc en voyant cela. Chansu retourne calmement vers la déesse, comme s'il n'avait rien fait de fou. Puis, il s'incline devant le hamster pour l'avoir pris pour un monstre et presque l'avoir envoyé sous terre. Il demande au hamster de lui pardonner et le hamster sourit avant de faire un signe de pouce levé à Chansu pour lui faire savoir qu'il ne lui en veut pas. Chansu est heureux de voir cela et il donne un nom au hamster. Hamstol. Le nom plaît tant au hamster qu'il rougit intensément. Une notification apparaît alors, informant Chansu que la tête du monstre sera automatiquement transportée grâce à l'effet de la compétence. C'est à ce moment-là que Chansu apprend enfin le nom du monstre qu'il a tué, qui est l'ogre immortel. Parce qu'il a vaincu un ogre, un compteur de victimes apparaît également pour lui montrer qu'il peut en tuer autant qu'il le souhaite. Chansu est surpris que le monstre s'appelle ogre immortel, alors qu'il n'a rien d'immortel. Le système affiche une notification, informant Chansu que l'offrande transportée est maintenant à la déesse. Chansu se tourne pour observer la déesse, et il réalise que la déesse est devenue encore plus resplendissante qu'auparavant. Il comprend que s'il persévère dans ses efforts et continue à éliminer des monstres, cela contribuera à aider la déesse à retrouver sa forme optimale. Motivé par l'idée de voir le corps séduisant de la déesse, Chansu part chercher plus de monstres à tuer. Il tombe vite sur une horde d'ogres immortels. Il reçoit un conseil indiquant qu'il y a des points non identifiés utilisables uniquement par le système mondial, donc non échangeables entre individus. Chansu est surpris car il ne savait pas quand il avait acquis les points. Néanmoins, c'est une bonne chose pour lui, et il se rend compte que se débarrasser des ogres est la prochaine étape sur sa liste. Chansu est heureux de pouvoir manier la compétence de décapitation, car cela rend l'élimination des ogres facile pour lui. Chansu se précipite vers les ogres, active la compétence de décapitation et les abat d'un seul coup. Un autre conseil apparaît, lui indiquant qu'il peut acquérir des points en tuant des monstres. Chansu voit cela comme une autorisation pour tuer autant de monstres qu'il peut, car le système vient de lui donner le feu vert. Chansu a déjà vaincu 4 ogres immortels, et il pense à en tuer environ 100, juste pour le plaisir. Après avoir vaincu la première vague de monstres, Hamstal célèbre sur l'épaule de Chansu comme s'il était celui qui avait vaincu les monstres. Chansu demande alors pourquoi le monstre est appelé un ogre immortel alors qu'il meurt trop facilement pour quelque chose qui devrait être éternel. Comme personne ne peut encore répondre à sa question, il se dit qu'il obtiendra la réponse s'il continue à vaincre les monstres. Chansu retourne à l'arbre pour trouver la déesse, qui semble encore plus belle qu'auparavant. Chansu sourit car l'effet se manifeste plus rapidement qu'il ne l'avait imaginé. Il est enthousiaste à l'idée de voir la déesse retrouver sa forme originale. La déesse pointe alors vers le grand arbre, laissant Chansu perplexe quant à ce qu'il est censé faire. Il se rend alors compte que la déesse demande à être soulevée dans l'arbre. Chansu aide la déesse à monter, mais la déesse lui fait signe. Le système lui indique alors qu'il peut utiliser la bénédiction de l'abondance, mais que chaque compétence consomme des points. Chansu touche l'arbre et active la bénédiction de l'abondance. Il y verse tous ses points de compétence et, avec l'aide de la compétence, il rend l'arbre à nouveau abondant. Lorsqu'il a terminé, il est surpris de voir que l'arbre est un pommier et qu'il y a des pommes suspendues partout. Il cueille l'une des pommes qui semble vraiment gigantesque. Même s'il n'a jamais vu de pomme avant, il sent qu'elle ne devrait pas être si grosse. Bien qu'il soit tenté de croquer la pomme, il choisit d'offrir la première récolte à la déesse. La déesse accepte le fruit, et à sa grande surprise, la déesse absorbe la pomme en quelques secondes. Cela laisse Chansu se questionner sur la possibilité de ce qu'il vient de voir. Il réalise que la déesse est très puissante et comprend qu'il n'est pas dans son intérêt de se mettre à dos la déesse. Chansu saute sur l'arbre pour cueillir un tas de pommes afin que lui et Hamstal puissent manger.
Shansu comprend qu'il doit être fort car la déesse qu'il sert ne plaisante pas. Shansu mord dans la pomme et est surpris par sa délicieuse saveur. Pendant qu'il savoure tranquillement son petit déjeuner aux pommes, la déesse, quant à elle, se demande comment Shansu est capable de vaincre plusieurs monstres en une seule journée. En plus de cela, il a pu redonner vie à un arbre géant en une seule journée. Un frisson glacé parcourt le corps de la déesse alors qu'elle commence à se demander d'où vient un garçon aussi monstrueux que Shansu. En plongeant dans l'histoire d'abondance, elle était responsable de la nourriture et était une force avec laquelle il fallait compter en raison des produits agricoles de haute qualité qu'elle offrait. Cependant, lorsque le dieu de la corruption a commencé à absorber d'autres factions, Abondance n'a eu d'autre choix que de fuir. Parce que le pouvoir de la corruption devenait trop massif pour survivre, Abondance a abandonné son commerce et s'est tournée vers la chasse aux monstres. Mais ses forces n'étaient pas aptes au combat. À cause de cela, elles ne pouvaient gagner aucune bataille, et en dernier recours, elles ont modifié leurs compétences pour en faire autre chose. Cependant, cela ne garantissait pas la survie d'Abondance. En gros, la compétence de décapitation que Shansu croit être pour couper les têtes des monstres est en fait une compétence pour aider les subordonnés d'Abondance à rapporter les têtes d'animaux ou de monstres morts. Parce que ces subordonnés étaient mauvais en combat, ils ne pouvaient faire de leur mieux qu'en fixant Shansu. La déesse est paralysée par la peur car il est complètement différent de ce qu'elle avait imaginé. Elle se demande pourquoi Shansu l'a choisi, mais néanmoins, elle en vient à la conclusion que Shansu lui appartient désormais. Shansu essaie de prendre un autre fruit de pomme quand la déesse s'accroche à sa jambe, et cela effraie Shansu, qui croit que la déesse essaie de l'absorber. Mais la déesse veut juste le serrer pour le remercier de tout. Plus tard, elle s'endort, et Shansu la pose sur l'autel pour qu'elle dorme. Mais un fort tonnerre éclate soudainement. Shansu craint que cela ne réveille la déesse, mais à sa surprise, la déesse reste profondément endormie. C'est alors que Shansu réalise que les pommes seules ne le soutiendront pas, et à ce moment-là, le système l'informe que l'événement de livraison est en cours. Shansu est étonné de découvrir qu'une telle chose puisse exister. Pour livrer, il doit pouvoir contacter ceux sur Terre. Il voit que Amstil est aussi fatigué et le couche près de la déesse. Il couvre même les deux avec des feuilles comme couverture. Pendant ce temps, à la société de commerce de réincarnation, Hasujin, l'apôtre de la réincarnation, entre dans le bureau de son patron pour le réprimander de lui donner plus de travail alors qu'elle est déjà très occupée. Il s'avère qu'ils ont reçu la commande de livrer des pommes. La commande précise également qu'il n'y a pas d'argent en jeu, ce qui signifie qu'ils vont échanger des pommes contre des marchandises. Hasujin crie sur son patron, demandant si elle a fait une erreur et s'il a choisi de la punir avec ce travail ingrat, mais son patron dit non. Son patron lui dit que ce voyage pour récupérer les pommes est en fait bénéfique pour elle car elle n'aura pas à travailler et cela lui fera une pause. Son patron dit que rester au bureau signifie plus de travail pour elle, et il l'encourage à profiter du voyage pour se changer un peu les idées. Hasujin discute avec lui, disant qu'il n'y a personne d'autre à envoyer, c'est pourquoi il l'envoie. Son patron rit nerveusement car elle pourrait avoir raison avec sa déduction. Il l'incite à se dépêcher, elle pourrait découvrir quelque chose de chanceux durant le voyage. Il lui fait signe au revoir, espérant que quelque chose de bon ressortira du voyage. Hasujin consulte les journaux de commande et se rend compte qu'il y a un tas de livraisons qu'elle doit effectuer, et elle espère que cela en vaut la peine, sinon il y aura un gros problème. Pendant ce temps, Shansu a ramassé des pommes en vue de la livraison. Pendant que Shansu ramasse les pommes, Amstol s'en donne à cœur joie avec elle. Shansu le trouve bientôt en train de croquer les pommes et il l'attrape, lui disant d'arrêter de jouer avec les pommes. Il lui dit que les pommes sont destinées au commerce car ils rencontreront quelqu'un plus tard dans la journée. Étant donné que la personne de livraison fera un long trajet, Shansu pense qu'agir avec désinvolture le premier jour laissera une bonne impression à cette personne. D'après les infos obtenues en s'inscrivant à l'événement de livraison, il a appris que le monde est vraiment divisé en blocs et que l'événement de grande invocation de conquête du territoire des blocs est en cours. Bien que cela semble être une terre ordinaire, il y a un mur au bord et pour aller à un autre bloc, un billet est nécessaire. Shansu réalise qu'il n'y a vraiment rien autour, et il lui faudrait une semaine entière pour atteindre le village le plus proche. Shansu est content que la livraison ne prenne que 2 jours. Même si c'est assez rapide, Shansu ne s'en soucie pas tant qu'il reçoit ses sacs de couchage assez vite. De plus, il a commandé un coussin pour que la déesse puisse dormir dessus. Shansu vise à augmenter l'affection de la déesse au maximum pour s'assurer de ne pas s'attirer ses foudres. Shansu remarque également que les ogres immortels apparaissent d'eux-mêmes depuis la veille, ce qui est une bonne chose pour lui. Il a finalement compris que le terme immortel est plus ou moins synonyme de résurrection. Néanmoins, Shansu ne s'en préoccupe pas, tant qu'il peut en éliminer autant que possible tout en accumulant des points. En affrontant les monstres, il est presque écrasé par derrière, mais il réussit à esquiver. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte que les monstres sont devenus légèrement plus rapides. Il suppose que les monstres deviennent plus forts, tout comme les compétences. Même avec cela, Shansu ne ressent aucun danger venant d'eux. Tout en éliminant les monstres, Hasujin observe depuis le ciel.
et elle a la même réaction que tous ceux qui ont vu Cheonsu affronter les monstres. Tout ce qu'elle voit, c'est un type fou et surpuissant qui dévore des monstres au petit déjeuner. L'ogre immortel était autrefois la cible principale des chasseurs, car il rapportait plus de points que les monstres normaux. Cependant, peu importe combien de fois il était tué, il ressuscitait toujours le lendemain plus fort qu'avant. Même si le répartiteur déplaçait leurs blocs, il continuait à les poursuivre, ce qui en fait le monstre le plus persistant. En plus, il laisse souvent une malédiction sur sa cible, lui permettant de l'épuiser jusqu'à l'effondrement. Finalement, il est devenu une créature que tout le monde fuit. Cette même créature est ce que Chunsu découpe comme du papier. Hasujin commence à se demander si Chansu est si imprudent qu'il ne se soucie même pas de la riposte des monstres. Hasujin remarque également que Chansu ne purifie même pas les monstres vaincus. Avec tout ce qu'elle a vu, elle pense que Chansu est un maître d'épée, mais elle se demande pourquoi un tel maître choisirait de cueillir des pommes parmi d'autres options. Hasujin conclut que Chansu n'est pas un maître d'épée intelligent, mais pour éviter sa colère, elle pense qu'il serait préférable de le traiter de la manière la plus douce possible. Après avoir vaincu la horde d'ogres immortels, Chansu voit qu'il a gagné beaucoup de points, et qu'ils augmentent rapidement aussi. Avec la bénédiction, une pomme coûte maintenant 1000 points. Chansu se rend compte qu'atteindre 100 ne va pas être un problème pour lui. Il s'était demandé pourquoi il y avait un sanctuaire dans la région au départ, mais il semble que ce soit un jackpot pour lui. À ce moment-là, Hasujin s'approche de lui et s'incline humblement devant lui. Elle se présente, révélant qu'elle vient de la compagnie de commerce et qu'elle est venue avec la livraison de Chansu. Chansu secoue les mains de Hasujin avec enthousiasme, disant qu'il est vraiment impressionné qu'elle ait réussi à trouver le bloc du premier coup. Au fond d'elle, Hasujin est effrayée car Chansu est un homme puissant et elle doit être très prudente pour ne pas le contrarier. À ce moment-là, elle aperçoit le hamster et cela attire son attention parce qu'il a l'air si moelleux qu'elle a envie de le câliner. Chansu remarque l'enthousiasme sur son visage et lui demande si elle ne se sent pas bien, mais elle répond qu'elle se sent bien. À l'insu de Chansu, Hasujin est simplement impatiente de toucher le hamster. Chansu lui dit alors de le suivre afin qu'il puisse la conduire là où se trouvent les pommes. En arrivant, l'odeur des pommes attire son attention, et elle est obligée de le dire à haute voix. Chunsu est d'accord avec elle, disant que les pommes ont vraiment bien poussé. Hisoja ne peut pas croire que le grand arbre devant elle soit un pommier. Chansu cueille l'une des pommes et demande à Hasujin si elle serait prête à manger la pomme. Hasujin ramasse les pommes, et la taille impressionnante des pommes la choque. Cependant, elle ne s'attend pas à quelque chose de formidable, car quand un fruit devient trop gros, la douceur en pâtit. Elle s'attend à être déçue, mais au moment où elle croque dedans, elle est transportée dans un état de saveur inimaginable. Hasujin réalise que la pomme est très sucrée et que l'acidité est également équilibrée. Elle se rend compte que la pomme se vendrait pour rien de moins que 100 000 pièces d'or en raison de sa douceur. Hasujin demande alors à Chansu de confirmer s'il a mis une étiquette de prix de 2000 pièces d'or sur les pommes, et Chansu répond oui. Hasujin fait savoir à Chansu que le prix qu'il a fixé pour la pomme est tout à fait absurde, et Chansu pense qu'elle dit que les pommes sont trop chères. Chansu demande nerveusement à la dame combien elle serait prête à payer pour les pommes. Hasujin choque Chansu en lui disant qu'il devrait obtenir au moins 20 000 pièces d'or par pomme. Chansu en perd presque la tête lorsque Hasujin révèle que cela pourrait même dépasser 30 000 s'il les fournit à un grand magasin. Chansu n'en croit absolument pas ses oreilles, et même si Hasujin aurait éventuellement pu le tromper, elle pense que ce ne serait pas une bonne idée de perdre un client potentiel à long terme. De plus, elle ne veut pas mourir maintenant car elle pense que ce sera son destin si Chansu le découvre un jour. Hasujin dit alors à Chansu que ces pommes ne sont pas ordinaires, mais le tout premier type de pomme avec une saveur unique qu'elle n'a jamais goûtée. Hasujin avoue que la pomme a plus de valeur que n'importe quelle spécialité régionale qu'elle connaît. Pour éviter de trop en faire, elle propose de la mettre simplement à 20 000 pièces d'or. Pendant ce temps, elle sort un contrat formel, disant à Cheonsu que le reste du solde sera également réglé. Une fois qu'il signe le contrat, Chansu prend le stylo et parcourt le contrat pour voir ce qu'il implique. Lorsqu'il voit que c'est quelque chose de favorable pour lui, il sourit. Cependant, il suggère qu'ils ajustent une section particulière du contrat. Hasujin est surprise lorsqu'elle réalise que le pourcentage de la part de l'entreprise a augmenté. Cheonsu lui fait savoir que ce n'était pas une erreur, mais qu'il a fait cela parce qu'il aimerait établir une relation durable avec Hisujin. De plus, Isogen a été honnête avec lui sur la valeur des pommes. Chansu tend la main pour la serrer, ce qui la surprend. Elle remercie ensuite Chansu d'avoir accepté le contrat et lui remet les articles qu'il a commandés. Parmi ses commandes, il y a des graines, des provisions alimentaires et des ustensiles de cuisine. En plus, un œuf familier est offert en cadeau par la société commerciale. Hyojin lui assure que cela l'aidera dans son agriculture. Elle remet les œufs à Chansu et dit qu'il n'en aura peut-être même pas besoin car il en élève déjà un. Chansu est surpris car il ne voit pas le familier qu'il est censé élever. Hasujin désigne alors Hamstal, croyant que Hamstal est le familier de Chansu. Hisujin lui explique alors que plus il investit de points dans l'œuf, plus le familier sera puissant lorsqu'il finira par éclore.
Cependant, elle le presse d'être prudent car s'il en fait trop, l'œuf se fissurera, entraînant un échec automatique. Elle ajoute que Chonsu devrait s'arrêter dès que l'œuf commence à trembler. Après les instructions, Chonsu dit à Hye Soo-jin qu'il pourrait devoir essayer pour bien le ressentir. Ha Soo-jin demande à propos de la récolte prévue et du calendrier pour les pommes, et Chonsu répond qu'une journée devrait suffire. Cela choque Hye Soo-jin car ils vont recevoir des fournitures quotidiennes de pommes. Après leur brève et ennuyeuse conversation, ils établissent le planning, les chiffres et les dates de visite. Après que tout ait été réglé, ils concluent la première partie de leur accord. Une fois Ha Soo-jin parti, Chonsu s'approche de la déesse pour la remercier d'être restée cachée. Quand Ha Soo-jin était là, Chonsu voyait les nombreuses fournitures reçues et n'en revenait pas que vendre des pommes soit si rentable. Pourtant, il sait qu'il doit tout à la déesse. À cet instant, il voit la déesse serrant les œufs et réalise qu'il pourrait devoir les faire éclore plus tôt. Cependant, il va avoir besoin de plus de points s'il veut le faire. Pour cela, il comprend que tuer plus de monstres est la voie à suivre. Chonsu est fier de la façon dont les choses ont évolué jusqu'à présent, mais il n'est pas assez naïf pour ne pas savoir qu'il y aura des difficultés à venir. Même en y pensant, Chonsu n'a pas peur car il est fait pour relever des défis. Lorsque Ha Soo-jin retourne à la compagnie de négoce, elle relate à son supérieur tout ce qu'elle a observé. Elle lui explique que Chae-sun est indubitablement coréen, mais elle suppose qu'il appartient aux factions de combat. Son patron est surpris qu'une personne axée sur le combat puisse produire autant de pommes. Ha Soo-jin révèle que Chan-su a abattu des monstres morts vivants avec une faucille rouillée, visant uniquement leur tête. Le patron d'Isoo-jin pense que le gars pourrait viser à devenir un maître d'épée en se mettant dans une situation difficile, tout comme un certain Rohan l'a fait. Le patron de Hyo-jin dit alors qu'il serait préférable de garder Chonsu caché plutôt que de lui assigner des gardes, et Hye-soo-jin est d'accord avec cela. Tout en disant cela, le type ne cesse de grignoter les tranches de pommes devant lui jusqu'à ce que Hye-soo-jin lui attrape la main, lui rappelant qu'ils sont censés les manger ensemble. De retour dans le monde de l'abondance, Chonsu investit déjà des points dans les œufs pour essayer de les faire éclore. Il se demande s'il va obtenir un monstre mignon ou puissant des œufs. À ce moment-là, l'œuf se fissure, laissant apparaître une lumière éclatante, et Chonsu croit qu'un familier de rang SS va sortir de l'œuf. Le sourire de Chonsu s'efface complètement lorsqu'il voit un poussin sortir de l'œuf. Il n'en revient absolument pas que tout ce battage médiatique soit pour un gros poulet alors qu'il espérait sincèrement un travailleur. Il se demande quoi faire de ce poussin et pense d'abord à l'élever dans le but de le manger. Cependant, il hésite parce qu'il ne peut pas simplement cuisiner et manger un poussin dans lequel il a investi 120 000 points. Comme il essaye de ne pas trop s'attacher, il décide de lui donner le nom Harry. Juste au moment où il essaye de se familiariser avec Harry, l'autre œuf commence aussi à éclore. Comme auparavant, Chonsu est excité car il croit que ce sera un travailleur. Cependant, son visage se décompose de déception lorsqu'un cochon émerge de l'œuf et Chonsu ne perd pas de temps pour donner au cochon le nom de Doji. Chonsu est extrêmement déçu, se demandant pourquoi il n'obtient que des ingrédients. On lui avait dit qu'il allait recevoir un familier, mais à ce stade, il pense qu'il a été dupé. Juste à ce moment-là, Harry et Doji s'approchent de la déesse pour la saluer, et la déesse exhorte les deux à lui pardonner de ne pas avoir réussi à les protéger jusqu'au bout. Les deux s'excusent également de ne pas avoir pu servir leur déesse comme ils auraient dû le faire. La déesse apprécie leur honnêteté, mais leur dit qu'il y a quelque chose dont ils doivent se méfier, et c'est son apôtre. Elle dit aux deux que Chonsu ne sait pas qu'ils sont ses serviteurs et qu'il pourrait simplement les vendre s'ils se révèlent inutiles pour lui. Pire encore, il pourrait même les manger, et les deux peuvent sentir l'aura effrayante émanant de Chonsu, ce qui rend la revendication de la déesse valable. La déesse exhorte les deux à bien se comporter jusqu'à ce que Chonsu acquiert la compétence de communication. Les deux approuvent la déesse, disant qu'il vaut mieux juste observer. Le lendemain matin, Chonsu sort comme d'habitude, ciblant principalement les monstres morts-vivants. Doji et Harry se réveillent tôt le matin pour entendre du bruit partout. Le sommeil disparaît de leurs yeux lorsqu'ils voient Chonsu courir partout en abattant des monstres morts-vivants. C'est à ce moment-là que les deux réalisent enfin que Chonsu est assez dangereux et que la déesse ne plaisantait pas quand elle leur a dit de bien se comporter. Harry dit à Doji que Chonsu les regardait d'une manière très étrange, et Doji panique en se souvenant de cela. Juste au moment où il finit d'éliminer les monstres morts-vivants, Harry et Doji apparaissent avec une serviette sur la tête. Ils félicitent Chonsu pour son dur labeur et lui disent de se nettoyer avec la serviette. Les deux ont vu Chonsu en action et ont enfin compris ce que la déesse leur avait dit sur l'utilité. Chonsu remercie les deux pour leur attention, et après avoir nettoyé, il leur offre une pomme. Doji se précipite vers l'assiette, tandis qu'Harry essaie de faire comme s'il n'était pas gourmand. Chonsu est heureux de nourrir les deux car il a entendu dire que le porc nourri au raisin a toujours meilleur goût. Harry essaie d'empêcher Doji de manger pour qu'il ne prenne pas la saveur désirée par Chonsu. Cependant, Harry est également attiré par la saveur de la pomme en raison de la quantité de points que Chonsu y a versé. Néanmoins, il parvient à se contrôler. Chonsu lui offre alors des grains, et il se jette sur les grains sans perdre de temps. Pour lui, il prend la bonne décision, car il ne deviendra jamais du poulet frit comme Doji.
Ensuite, Chonsu se consacre à l'agriculture. Il demande à Doji de creuser le sol pendant qu'Harry plante les graines de haricots noirs. Chonsu recouvre le sol, arrose les graines et ajoute la bénédiction d'abondance. En un court laps de temps, Chonsu possède une ferme avec des plantes robustes qui la recouvrent. Chonsu tient une des graines dans ses mains et dès qu'Harry aperçoit cette graine, il se focalise intensément dessus. Il se précipite vers Chonsu mais il cache la graine, lui disant que la première récolte doit être offerte à la déesse. Chonsu donne la graine à la déesse comme d'habitude et elle l'absorbe de la manière la plus étrange, choisissant comme elle le fait toujours. Chunsu dit alors à Harry et Doji qu'il est temps de manger car ils vont planter des pommes de terre plus tard. Contrairement à avant, Harry consomme autant de nourriture que Doji. Les deux finissent par ressembler à des ballons gonflés, et Harry se dit qu'il est fichu parce qu'il n'a pas réussi à contenir sa faim. D'un autre côté, Chonsu est simplement heureux que les deux mangent bien, et cela le motive à cultiver davantage de cultures qu'ils vont apprécier. À ce moment-là, il pense aux pommes et espère qu'elles se vendent bien sur le marché. Au magasin, le patron de Hasujin remarque que les pommes sont les seuls articles restants à vendre. Beaucoup de gens se rassemblent, mais personne n'est prêt à acheter, ce qui est prévisible. Il avait même décoré la pomme et l'avait bien emballée pour la rendre plus attrayante. Mais les gens ne pensent pas qu'une seule pomme vaut 200 000 pièces d'or. Il se gratte la tête de frustration car il n'a aucune idée de comment convaincre les gens que la pomme est vraiment délicieuse. Il est convaincu que tout le monde changera d'avis après une seule bouchée, mais le problème est de les convaincre d'en prendre une. Soudain, il entend quelqu'un acheter les pommes. Il se précipite vers l'assistant pour lui demander ce qui vient de se passer. Et l'assistant révèle que toutes les pommes sont vendues. Il ne veut pas y croire car il y en avait encore un gros stock il y a quelques minutes. L'assistant révèle que quelqu'un en a goûté une et a ensuite tout acheté. La signature sur le reçu de paiement indique Rohan. Et c'est à ce moment-là que le manager réalise que la personne qui vient de les patronner et d'acheter toutes les pommes n'est autre que Rohan, le pionnier de la méthode d'entraînement pour handicapés. Rohan est aussi connu comme le maître d'épée inégalé, ce qui le rend très important, et le directeur admet qu'ils ont touché le jackpot. Cela fait grand bruit dans les médias et tout le monde pense que ce sont les pommes que Rohan a mangées pour devenir maître d'épée. Le patron de Hasujin, Ryuwu, commence à recevoir des appels de partout. Tout le monde veut une boîte ou 100 boîtes de la pomme miracle. Une semaine après l'arrivée de Chonsu dans le monde de l'abondance, il admet qu'il a vécu une vie formidable. Il a des pommes de terre et est prêt à cuisiner. Pendant qu'il prépare les délicieuses pommes de terre, Doji lui tire déjà la jambe pour montrer son intérêt. Chonsu révèle simplement qu'il ne prépare pas la pomme de terre pour lui, car il vient de finir son propre repas. Néanmoins, il lui en donne quand même à manger. Peu après, Hasujin arrive et est surprise de voir que tous les familiers de Chonsu ont éclos en Hasujin. Elle voit un tas de petits nounours mignons qu'elle peut câliner pour se réconforter. Pendant ce temps, Hemstel et les deux autres couvrent la déesse pour s'assurer qu'elle n'est pas exposée au regard perçant de Hasujin. Chunsu demande alors à Hasujin pourquoi elle est venue. Hasujin mentionne qu'elle a de bonnes nouvelles pour lui. Elle sort des reçus de vente pour dire à Chunsu que toutes les pommes ont été vendues et qu'elles ont toutes été vendues au prix indiqué. Cheonsu se tient la tête, choqué et émerveillé, car tout s'est vendu en seulement 2 jours. Hasujin lui dit que la partie la plus incroyable de tout cela est que tout le monde veut maintenant goûter la pomme. Cheonsu est stupéfait car il n'a jamais vu les pommes comme quelque chose pouvant rapporter autant. Il se souvient que les pommes étaient habituellement vendues pour moins de 1000 pièces d'or parce qu'il reçoit 30% des bénéfices. Chunsu réalise qu'il va gagner au moins 60 000 pièces d'or par pomme. Avec un simple calcul, il réalise qu'il aurait gagné 3 millions en une journée s'il avait réussi à vendre 50 pommes. L'esprit de Chunsu explose lorsqu'il se rend compte qu'un bénéfice annuel de 1 milliard est à sa portée. Chunsu est heureux d'être sur la bonne voie, et il croit qu'avec cela, il pourrait trouver un indice sur ses parents. Chunsu dit à Hasujin qu'il n'est pas un rabat-joie, mais il lui demande combien de temps elle pense que l'engouement pour les pommes de l'empereur va durer. Chunsu sait que les pommes sont actuellement populaires, mais il sait aussi qu'il n'y a aucun moyen qu'elles continuent à se vendre à ce prix énorme à l'avenir. Hasujin rassure alors Chunsu qu'elle comprend son inquiétude, mais lui fait savoir que 100 pommes par jour pour un public cible de 1 million signifie qu'ils seront encore en activité pendant 27 ans. Chunsu est choqué d'entendre cela, et il suppose que c'est une surestimation. Hasujin lui dit alors qu'il n'a rien à craindre. Hasujin lui demande ensuite s'il a pensé à augmenter sa production de pommes. Chanson sourit nerveusement, disant qu'il a aussi cultivé d'autres récoltes et que ce serait bien si elle les goûtait. Il lui assure qu'elles sont aussi savoureuses que les pommes. Les yeux de Hasujin scintillent tels ceux d'un gobelin en entendant cela. Chunsu lui demande de rester confortablement assise pendant qu'il lui sert des pommes de terre. Hasujin prend une bouchée et fond de bonheur devant leur douceur exquise. Elle imagine toutes les bonnes choses qui pourraient devenir de la pomme de terre si elle est bien gérée. À ce moment, Cheonsu arrive avec des crêpes et des frites. Yi Soo-jin verse des larmes en mangeant la nourriture devant elle. Elle mentionne que les frites de pommes de terre peuvent être considérées comme un plat principal plutôt qu'un accompagnement. Chunsu termine ensuite le repas avec des patates douces rôties. Dès qu'il les sert, Doji et Harry deviennent fous, exigeant qu'il leur en donne aussi.
Shansu suggère alors qu'ils mangent tous ensemble. Shansu remarque qu'Ari a l'air maigre, et il y a une explication à cela. C'est essentiellement parce que Doji a volé la nourriture d'Ari, l'empêchant de manger correctement. Amstal saute sur la table pour manger avec Hasujin, et Shansu demande à Hasujin ce qu'elle pense des pommes de terre car il envisage de les vendre aussi. Hasujin remercie Shansu pour le délicieux repas, puis lui demande s'il y a un moyen de cultiver les récoltes et aussi d'augmenter la production de pommes. Shansu répond que cela serait difficile car il va avoir besoin de plus de points. En même temps, Shansu ne pense pas qu'il serait judicieux d'utiliser tous ces points pour l'agriculture. Hasujin fait savoir à Shansu que ses efforts sont appréciés, mais elle l'exhorte à se concentrer davantage sur les pommes. Hasujin dit que tous les apôtres sont coréens et que la culture mondiale repose là-dessus. Elle mentionne que la nourriture est incroyable, mais informe Shansu qu'il est dur de facturer un prix premium juste pour les cultures. Hasujin dit que les cultures ne seront pas aussi rentables que les pommes, même si les gens commencent à les demander. Hasujin se met à genoux, suppliant Shansu de considérer la production de pommes comme sa mission principale. Réalisant qu'il n'y a pas moyen de la faire changer d'avis, Shansu lui demande si 100 pommes par jour suffiront, et ses yeux s'illuminent en entendant cela. Elle remercie Shansu d'avoir reconsidéré et d'avoir pris en compte sa suggestion. Le lendemain, Shansu sort pour chasser des monstres. Comme d'habitude, Doji demande à Ari s'il est important qu'il suive Shansu à chaque fois. Il sort, et Ari crie à Doji, lui disant qu'ils sont les seuls à pouvoir surveiller parce que Amstal est fondamentalement inutile. À leur insu, Shansu se demande en réalité pourquoi les deux le suivent partout, et il suppose qu'ils sont des familiers de type combat. Shansu ne pense pas qu'il soit possible que de véritables familiers soient si inutiles au point que la seule chose qu'ils puissent offrir soit de manger. Sa conviction s'effondre bientôt lorsqu'il voit les deux se faire pourchasser par un monstre mort-vivant. Shansu se blâme d'avoir pensé que les deux valèrent l'engouement qu'il leur accordait au départ. À ce moment-là, Doji trébuche, donnant au monstre mort-vivant l'occasion de se rapprocher de lui. Shansu essaie de l'atteindre, mais la distance est tout simplement trop grande pour lui. Shansu essaie d'attirer l'attention du monstre en criant, mais même cela ne fonctionne pas. Shansu brandit sa faucille, mais même cela s'avère inutile car la portée est courte. Soudain, le monstre meurt, ce qui choque Shansu car il sait que la faucille n'a pas atteint le monstre. C'est alors qu'il réalise que la compétence a peut-être été améliorée et que la portée de la compétence a augmenté. Shansu essaie en restant à distance et en balançant la faucille vers les monstres. D'un seul coup, il élimine plusieurs cibles et une fenêtre s'affiche, l'informant de la nouvelle portée acquise de la compétence. De plus, il obtient une nouvelle compétence, la décapitation de masse, ce qui choque Shansu, mais il comprend que cela lui permettrait de gérer plus de monstres. Shansu se déchaîne, abattant plusieurs monstres, et cela effraie Ari et Doji. Les deux retournent immédiatement vers la déesse, qui est choquée de les voir revenir si tôt. Ari dit à la déesse que Shansu est peut-être devenu plus fort, mais l'acquisition de la compétence de communication par Ari est aussi cruciale. La déesse exhorte alors ses serviteurs à se calmer car elle n'a jamais accordé une telle compétence. Doji dit alors à la déesse que le nom de la nouvelle compétence est décapitation massive et ce nom en lui-même choque la déesse. La peur s'insinua dans son corps en y pensant car c'était la première fois qu'elle l'entendait. Même la déesse n'a aucune idée du type de personne que Shansu est à ce stade. Elle suppose qu'il est un faucheur envoyé de l'enfer. Juste à ce moment-là, la déesse dit aux deux qu'elle pourrait en fait avoir une idée de ce qui se passe. Doji entend cela et son esprit s'emballe. Croyant que la déesse était vraiment celle qui avait accordé la compétence à Shansu, Ari est obligé de gifler Doji pour être si stupide et lui dit d'écouter ce que la déesse a à dire avant de proposer ses idées absurdes. Ari demande alors à la déesse ce qu'elle pense qu'il s'est passé, et la déesse répond que la compétence de l'apôtre a évolué. La déesse mentionne que la compétence de décapitation est une version modifiée de la compétence de récolte. Elle leur rappelle que la compétence évoluée permet à l'utilisateur de s'engager dans une large gamme de récoltes, tout comme la déesse pense que la compétence de Cheonsu a évolué en décapitation de masse. Ari est surpris d'entendre cela et dit que seuls les apôtres de première année pouvaient le faire. La déesse est d'accord, disant que c'est pourquoi Shansu est assez effrayant. Cependant, la déesse pense qu'il est reconnaissant, ce qui améliore un peu les choses. Elle dit que Shansu pourrait croître très vite, mais c'est grâce à sa croissance qu'ils sont en sécurité jusqu'à un certain point. La déesse dit qu'elle donnera à Cheonsu la compétence de communication à son retour. Peu après, Shansu revient et la déesse, excitée, lui offre le choix entre deux nouvelles compétences. Comme il est contraire aux règles de définir le chemin d'un apôtre, Shansu fixe l'écran de statut pour voir qu'il a deux compétences parmi lesquelles il peut choisir, qui sont la promesse d'abondance et la communication. La déesse est confiante et certaine que Shansu va choisir la compétence de communication. La déesse a hâte de dire à Shansu de rester à l'écart du danger et aussi de le remercier pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Après avoir réfléchi un moment, Shansu opte pour la compétence promesse d'abondance, surprenant la déesse qui ne s'y attendait pas. Avant de décider, Shansu avait observé l'écran un bon moment pour déterminer quelle compétence serait la plus efficace.
Il a observé que la compétence de communication était uniquement utile pour dialoguer avec les plantes et les animaux. L'idée d'entendre Harry et les autres hurler à chaque fois qu'ils sont contrariés lui a fait comprendre qu'il vivrait un véritable enfer s'il optait pour cette compétence. Comme on dit que l'ignorance est un bonheur, il décide que choisir la compétence de communication serait une mauvaise décision. C'est pourquoi il a choisi la promesse d'abondance à la place. Et dès qu'il a sélectionné la compétence promesse d'abondance, il a réalisé que tout le monde était plutôt morose. Il a maintenant 2 compétences sur le tableau, mais comme auparavant, il n'y a pas de description pour la compétence. Chunsu choisit alors une pomme avec l'intention de l'offrir à la déesse comme première offrande. Mais à sa surprise, la déesse lui tourne le dos et commence à pleurer. Sur l'écran de statut, Chunsu apprend qu'en fonction de la façon dont il utilise sa compétence, les points reviendront en conséquence. Shansu se demande pourquoi la déesse refuse la pomme qu'il lui a offerte. Pour essayer de remonter le moral de tous, il pince la joue de Hamsteel, ce qui redonne un peu le sourire au hamster. Il frotte également le ventre de Doji pour le chatouiller, mais à sa surprise, les points ne reviennent pas. Juste au moment où il se demande ce qui pourrait ne pas aller, Heisujin arrive en courant, lui disant qu'il doit revendiquer le bloc et le défendre. Cela choque Shansu, le poussant à demander si quelqu'un prévoit de les attaquer. Azujin dit qu'il est possible que cela arrive car la pomme de l'empereur est devenue très populaire. Donc, ils doivent limiter l'achat à une pomme par personne. Et même avec cela, plus de 5000 personnes ont déjà fait des réservations. Les chiffres choquent Shansu, et Asujin ajoute que ceux qui ont réservé disent qu'ils ne se soucient même pas de quand la pomme arrivera, tant qu'ils l'obtiennent à un moment donné. Il est naturel que, compte tenu de la popularité de la pomme, des pillards commencent à cibler les pommes et le quartier. Pour aggraver les choses, le bloc de Chansu est en dehors de la zone d'autorité, ce qui signifie qu'il n'y a aucune protection contre les crimes. Asujin souhaite qu'ils aient un certain soutien, car cela aurait complètement changé la donne. Shansu réfléchit profondément à cela et réalise que le seul soutien qu'il a est la déesse. Shansu comprend que s'il perd, ce sera la fin pour la déesse et toute la région. Asujin lui dit que la première étape pour freiner cela est de revendiquer le bloc et d'installer une porte sécurisée. Shansu est d'accord avec cela, et il dit que capturer les blocs environnants pour établir une base déguisée les rapprochera de Asujin. Asujin trouve que c'est une super idée car une fois le bloc occupé et la porte construite, ils n'auront plus à gérer les restrictions de mouvement. Shansu demande alors pourquoi les réservations ont augmenté soudainement, car ce n'est certainement pas normal. Asujin lui dit que tout le quartier devient fou à cause des effets de la pomme de l'empereur. Shansu est perplexe à propos des effets mentionnés, et Asujin précise qu'il y a des affirmations disant que la pomme est un remède universel. Cela surprend Shansu, qui doute que la pomme puisse vraiment faire tout ce qu'on prétend. Même Asujin croit à tout, mais Shansu n'y pense pas trop car ce n'est qu'une pomme. Pendant ce temps, un journaliste agaçant suit Rohan alors qu'il entre à l'hôpital, prêt avec son appareil photo. Rohan rend visite à son ami Yunsu qui est un grand alchimiste. Rohan dit à Yunsu qu'il lui a apporté un cadeau de rétablissement et que ce cadeau n'est autre qu'une boîte de pommes Emperor. Yunsu est surpris que Rohan ait apporté les pommes pour lui parce qu'il a entendu les rumeurs aussi. Eunsu en prend une bouchée et explose de plaisir, disant que la nutrition et la saveur sont à leur maximum. Eunsu exprime son choc et commence à poser des questions sur la pomme, mais Rohan lui rappelle qu'il n'est pas un expert en cuisine. Tandis qu'Eunsu mange lentement les pommes, Rohan, qui les a apportées en cadeau, les dévore comme un fou. Eunsu fixe la pomme et dit qu'il n'y a aucun moyen d'atteindre ce niveau de perfection avec une pomme, même en utilisant de l'engrais. Eunsu pousse un cri d'horreur en réalisant que son ami mange la pomme avec lui et Rohan l'exhorte à manger vite à la place. Yunsu dit fièrement à Rohan qu'il s'en fiche parce qu'il peut facilement appeler le magasin Sun Huan et simplement commander sa propre boîte de pommes. L'espoir de Yunsu est anéanti quand il apprend qu'il pourrait être quelqu'un d'important, mais cela ne signifie pas grand-chose car le magasin est déjà surchargé de réservations. Yunsu tente de les convaincre de vendre en offrant 3 fois le prix, mais ça ne marche pas. Pendant que les deux s'amusent, le journaliste est occupé à les photographier. Rapidement, un article sort disant que c'est la pomme de l'empereur qui a aidé Yunsu à quitter l'hôpital. Ryu éclate de colère en voyant cela parce qu'il lutte déjà contre d'innombrables rumeurs et l'article ne fait qu'attiser le feu. Ryu ne peut pas croire que tout le monde pense que la pomme est un remède miracle. De retour en abondance, Shansu dit à la déesse qu'il doit sortir un moment pour prendre le contrôle des blocs environnants. Shansu informe Doji et Harry qu'ils seront responsables de la protection de la déesse. La déesse est choquée que Shansu sorte pour revendiquer des territoires, et elle suppose que c'est parce qu'il vient d'acquérir une nouvelle compétence qui n'est même pas une compétence de combat. La déesse attrape sa jambe pour l'empêcher de partir car c'est dangereux. Comme Shansu ne peut pas comprendre la déesse, il suppose qu'elle s'accroche à lui parce qu'elle a maintenant besoin de protéines. Shansu sourit, demandant si le bœuf leur conviendrait. Shansu se dirige avec enthousiasme vers la réserve pour récupérer le bœuf congelé qu'il a commandé plus tôt. Shansu est excité car c'est essentiellement la première vraie viande qu'il a entre les mains. Sur Terre, il ne mangeait que de la viande cultivée en laboratoire. Shansu allume la cuisinière avec enthousiasme et commence à griller la viande.
Il admet que l'odeur est vraiment d'un autre niveau comparé à la viande cultivée qu'il mangeait toujours. Doji est déjà impatient de manger la viande, mais Shansu lui dit que la viande est pour la déesse. Même Harry est déçu, car Doji vient de manger et il est déjà prêt à se jeter sur la viande grillée. Pendant qu'il prépare la viande, la déesse a l'air absolument furieuse, et Shansu pense qu'elle a simplement faim. Quelques instants plus tard, il termine la viande et la remet à la déesse. Mais à sa grande surprise, la déesse jette la viande qui semblait délicieuse. Cela choque Shansu qui pense que la viande est avariée. C'est pourquoi la déesse l'a jetée par terre. Shansu en prélève une partie pour l'essayer et voir si elle est bonne, et il conclut qu'elle est douce. Cependant, il pense qu'il manque quelque chose car cela n'a pas la valeur de choc qu'il a ressenti lorsqu'il a mangé la pomme pour la première fois. Il suppose que c'est la raison pour laquelle la déesse n'a pas mangé non plus. À son insu, la déesse pleure pour qu'il ne parte pas, mais malheureusement, il ne peut pas l'entendre car il a bêtement ignoré la compétence de communication. D'un autre côté, Harry et Doji célèbrent car Shansu leur dit qu'il va leur ramener de la viande délicieuse quand il reviendra ce soir-là. Shansu sort comme prévu, et tandis qu'Harry et Doji dorment profondément comme des bûches, la déesse reste éveillée, totalement inquiète. Shansu arrive au bord du bloc et le système lui demande s'il souhaite passer au bloc suivant. Shansu accepte alors l'option et se retrouve dans le bloc suivant, mais tout est complètement noir. Il utilise la lanterne pour gagner en visibilité et se rend compte qu'il est dans une jungle qui est totalement différente de l'endroit où il était auparavant. Soudain, un essaim de monstres volants fonce vers sa position, et comme ils sont trop petits, Shansu s'enfuit. Ils sont si petits qu'il ne peut même pas viser leur coup, et il se rend compte que retourner d'où il vient est sa meilleure option. Soudain, les monstres morts-vivants traversent depuis l'autre bloc. Shansu est choqué de les voir, mais avant qu'il ne puisse faire un geste violent, il se rend compte que les monstres sont de son côté. Comme il ne peut pas les entendre, il ne sait pas que les monstres morts-vivants sont prêts à le protéger des autres monstres parce qu'ils croient être les seuls à avoir le droit de tuer Shansu. Pour s'assurer de maintenir cela, ils sont prêts à le protéger. Les monstres morts-vivants se dirigent directement vers les insectes pour les éliminer, offrant ainsi à Shansu l'occasion de se retirer dans son bloc. À ce moment-là, le système l'informe qu'il a gagné des points bonus en battant des monstres évolués. Cela choque Shansu car il gagne essentiellement des points grâce aux monstres que les monstres immortels ont vaincus. Shansu sourit malicieusement car il a en quelque sorte découvert une mine d'or de points. Il réalise que cela change tout parce qu'il gagne des points et que ses clients augmentent également. Les monstres morts-vivants dont il fuyait autrefois sont maintenant des bonus pour lui. Au magasin, il aperçoit Soji. Se plaint du nombre d'appels et de commandes qu'ils ont reçus. Ryu avoue qu'ils ont laissé les rumeurs circuler pendant si longtemps, mais ils pensent qu'ils ne peuvent pas les laisser s'emballer davantage. Pour résoudre le problème, il dit à Hasujin que mentionner la pomme de l'empereur est interdit. Il précise qu'il n'y aura plus de réponse aux demandes ou interviews. Il suggère qu'ils accueillent toutes les questions avec silence et indifférence. Hasujin pense que cela pourrait ne pas être faisable car cela va être le chaos total. Ryu insiste qu'ils doivent rester muets, même sous menace. À cet instant, une épée se pose sur son cou, rendant sa blague réelle. Une voix surgit derrière, s'excusant de les avoir effrayés. Ryu se retourne et voit que celui qui lui a mis une épée sous la gorge est le maître d'épée Rohan. Ryu est paralysé par la peur et demande à Rohan pourquoi il est venu au bureau. Rohan dit qu'il a déjà parlé au patron de Ryu, mais qu'il ne lui a pas donné la réponse qu'il voulait. Cependant, il espère que Ryu sera plus coopératif. Rohan pose alors la grande question, demandant à Ryu qui est responsable de la culture de la pomme de l'empereur. De plus, il veut savoir où se trouve cette personne. Ryu se précipite derrière Hasujin, lui demandant d'expliquer les choses à l'effrayant Rohan. Hasujin est choqué que Ryu se cache derrière elle alors qu'il est le plus ancien et devrait expliquer les choses. Ryu dit frénétiquement à Hasujin qu'il n'aurait jamais imaginé que Rohan apporterait une vraie épée à une discussion civilisée. Hasujin est finalement déçu et comprend enfin l'expression disant que les patrons sont des incapables. Même si elle a peur, Hasujin tient bon et dit à Rohan que l'entreprise ne plaisante pas avec les informations de ses clients. Au moment où Rohan entend cela, il sort son épée et les deux s'évanouissent presque de peur. À la surprise générale, Rohan laisse tomber l'épée par terre au lieu de les déchirer avec. Il dit ensuite aux deux qu'il n'a pas besoin d'eux car il va simplement trouver le fermier par instinct. Après avoir dit cela, il se retourne pour partir, choquant Ryu et Hasujin. Hasujin n'a aucune idée de ce qui se passe et demande à Ryu ce que le type entendait par instinct. Ryu révèle que les maîtres d'épée ont généralement des instincts bien supérieurs à ceux d'une personne ordinaire. Il dit à Hasujin qu'il a entendu dire que Rohan avait résolu de nombreux problèmes dans le passé grâce à son instinct. Seule Hyosujin est stupéfaite par cela, se demandant si ce que Rohan vient de dire est possible. 2 jours plus tard, Shansu attendait l'arrivée de Rohan parce que Hasujin l'avait déjà prévenu. Il se demande pourquoi Rohan ne s'est pas présenté à sa porte même après 2 jours. Soudain, il reçoit la notification que quelqu'un est entré dans le bloc. Sans aucun doute, il se dit que cela doit être Rohan. Il se tient près de la porte, attendant qu'il entre d'une minute à l'autre, mais à sa grande surprise, personne n'entre.
Il suppose qu'il y a un problème dans le système puisque tous les visiteurs sont censés entrer par la porte. Il vérifie à nouveau le système et se rend compte que ce n'est pas un problème. Il prend la décision de vérifier les alentours par précaution et tout à coup, il est frappé par une immense surprise. Chonsu observe Rohan en train de démolir une partie de la barrière avec rien d'autre que son épée. La simple vue de Rohan lui donne des frissons dans le dos et Rohan s'avance vers lui en lui demandant s'il est le cultivateur de pommes. Chonsu essaie de cacher sa nervosité en accueillant Rohan du mieux qu'il peut. Rohan va droit au but en disant à Chonsu qu'il est là pour acheter des pommes. Chonsu est choqué par cette demande soudaine et il lui demande combien de pommes il prévoit d'acheter. Rohan dit qu'il aimerait 100 pommes, mais s'il peut en avoir 200, cela ne le dérange pas. Cela choque Chonsu qui s'écrie en disant à Rohan que ce qu'il vient de demander est pratiquement impossible. Chonsu mentionne que la limite d'apple qu'il peut vendre est de 50. Sans discuter, Rohan dit qu'il est d'accord pour 50 pommes. Chonsu lui demande alors quel prix il est prêt à offrir pour les pommes et Rohan dit 200 000 pièces d'or chacune. Cela choque Chonsu qui dit à Rohan qu'il n'offre pas d'emballage comme les magasins. Mais Rohan ne s'en soucie pas du tout. Chonsu lui demande également s'il est conscient qu'il vient de mentionner le prix des grands magasins et Rohan l'assure qu'il en est conscient. La somme d'argent que Rohan propose est tellement folle que Chonsu envisage déjà de lui en vendre davantage. Chonsu emmène alors Rohan vers le pommier et Rohan salive déjà à l'idée de manger la délicieuse pomme. Chonsu s'approche de l'arbre et active la compétence de bénédiction d'abondance. Sans tarder, plusieurs pommes apparaissent sur l'arbre et Chonsu sort sa faucille, demandant à Rohan de lui accorder un instant pendant qu'il récolte les pommes. Cependant, Rohan lui dit que ce n'est pas nécessaire. Il sort son épée et en quelques secondes, il coupe toutes les pommes, laissant Chonsu dans un état d'horreur. Il ne veut pas en croire ses yeux et il suppose simplement que ce qui vient de se passer n'est rien d'autre qu'un bug. Après avoir conclu l'accord, Rohan envoie à Chonsu l'argent convenu et lui assure qu'il reviendra la prochaine fois. Juste au moment où Rohan s'apprête à partir, Chonsu l'arrête. Chonsu se rend compte que Rohan pourrait lui être d'une grande aide concernant le nouveau bloc. Chonsu demande alors à Rohan s'il est intéressé par d'autres cultures, car il vient de les faire pousser et il est sûr que Rohan va les adorer. D'un air impassible, Rohan demande de quelles cultures il parle et Chonsu répond des pommes de terre. Il n'a même pas fini de le dire. Quand Rohan dit qu'il n'est pas intéressé, Chonsu insiste avec des patates douces et des haricots, mais Rohan répond toujours pareil. Après avoir refusé toutes ses demandes, Rohan dit qu'il va partir. Réalisant que Rohan est essentiel à son plan, Chonsu fait un geste désespéré en disant à Rohan qu'il va lui donner plus de pommes que ce qu'ils avaient convenu. Chonsu peut sentir que Rohan n'est pas une mauvaise personne, même s'il semble étrange et sauvage. Chonsu dit alors à Rohan qu'il doit prendre le contrôle d'un autre bloc s'il veut continuer à fournir régulièrement des pommes. Pour ce faire, il dit à Rohan qu'il aura besoin de son aide et qu'en retour, il le paiera avec des pommes. Chonsu se demande si son plan va fonctionner lorsque Rohan s'approche de lui pour lui dire qu'il a accepté l'offre sans perdre de temps. Rohan va vers le nouveau bloc, Chonsu court derrière pour le suivre. Chonsu est surpris que Rohan se dirige immédiatement vers le bloc et il commence à se demander à quel point ce gars peut être fort. Chonsu remarque que le sol est mouillé avec un liquide étrange, très différent de celui de son propre bloc. Chonsu fixe ses chaussures sales lorsqu'un monstre apparaît derrière lui. Avant que le monstre ne puisse faire de lui son repas, Rohan l'entraîne en lui disant de rester derrière lui car traîner ici est dangereux. Chonsu ne peut pas croire que Rohan utilise le mot dangereux alors que c'est lui qui est le dangereux. Chonsu est surpris d'avoir failli être dévoré par un monstre déguisé en plante. Chonsu dit alors à Rohan qu'il n'est pas nécessaire d'en faire autant puisqu'il sera celui qui s'occupera du bloc. Finalement, Chonsu souhaite se débarrasser des monstres par ses propres moyens. Il active la décapitation et commence à abattre les monstres comme si de rien n'était. Une fois qu'il a terminé, il active la bénédiction d'abondance. Pendant ce temps, Asujin est entrée dans le bloc et elle se déplace lorsqu'elle entend Chonsu l'appeler par son nom. Elle regarde en bas pour vérifier Chonsu avec un grand sourire sur son visage, mais le sourire disparaît quand elle voit Rohan avec Chonsu en train de travailler sur une plante. Asujin se précipite pour demander à Chonsu ce qui se passe et Chonsu dit que puisqu'il prévoit de prendre les blocs environnants, il a décidé de s'implanter dans la région. Asujin lui crie qu'elle ne se soucie pas de ce qu'il fait, mais qu'elle est plus intéressée par la raison pour laquelle Rohan est avec lui. Chonsu lui explique alors sa situation actuelle. Apparemment, lorsqu'ils sont arrivés sur le terrain, Rohan dit à Chonsu qu'il aimerait goûter les pommes cultivées sur la nouvelle terre. Chonsu lui répond nerveusement qu'il n'y a pas de terre là-bas car elle est entièrement remplie de flaques d'eau. Quand Rohan entend cela, il sort son épée et la brandit fort pour dégager une grande partie du terrain. Il enlève l'herbe, transformant l'endroit en un espace où Chonsu peut planter des graines. Chonsu est saisi de choc en voyant cela et il ne perd pas de temps pour planter la graine. Il invoque ensuite la bénédiction d'abondance dessus. Et c'est ce qu'il faisait lorsque Isogen est arrivé. La graine que Chonsu a plantée a grandi en un grand pommier aux feuilles brillantes. Heiseojin est surprise, mais elle dit que la pomme a une odeur étrange et Chonsu est d'accord. Il dit que c'est dû à l'environnement.
Apparemment, les pommes ont un arôme et une saveur doublée, et selon le point d'infusion, le goût change. Chonsu avoue ensuite qu'il est encore en train d'expérimenter avec cela. Chonsu cueille une des pommes et l'attend à Hae-sojin, lui demandant si elle veut bien y goûter, mais la jeune fille refuse, disant qu'elle passera son tour. Hae-sojin aperçoit alors les monstres végétaux sur le sol et les appelle des queues d'autruche. Chonsu est surpris car c'est la première fois qu'il en entend parler. Fondamentalement, le monstre s'attache aux habitudes d'une autruche et il est dit qu'il n'est actif que la nuit, ce qui le rend extrêmement difficile à attraper. Hae-sojin examine le monstre et elle avoue que les conditions semblent vraiment excellentes. Il prélève un peu de son sang dans un tube, puis demande à Chonsu s'il a chassé les queues d'autruche. Chonsu répond que c'était bien lui, assurant à Hasujin que Rohan n'était pas impliqué. Chonsu demande à Hasujin s'il y a un problème avec cela et Hasujin le saisit soudainement, lui demandant s'il est prêt à les vendre. Apparemment, les queues d'autruche se vendraient à un prix élevé. Effrayé par la dame ressemblant à un zombie, Chonsu accepte de les vendre. Hasujin lève la main au ciel, célébrant comme si elle venait de gagner à la loterie. Hasujin regarde Chonsu comme s'il était l'homme le plus beau de la planète. Hasujin n'arrive pas à comprendre comment Cheonsu est doué à la fois pour l'agriculture et le combat. En plus de cela, il a même un maître d'épée à ses côtés. Hasujin ne peut pas cacher le fait que rencontrer Cheonsu est une bénédiction pour elle. Hasujin rêve de plusieurs produits qu'elle pourrait encore avoir l'opportunité de vendre. Quand Chonsu appelle son nom, Hasujin est agacé qu'il ait interrompu son imagination et elle lui demande ce qu'il veut. Chonsu lui rappelle qu'il a commandé des choses et Hasujin fouille dans le sac pour sortir tout ce que Chonsu a demandé, comme des graines pour le contrôle des nuisibles. Elle a aussi un kit de construction. Rapidement, Chonsu monte une maison portable pour aventuriers et plante des graines répulsives contre les nuisibles dans la zone. Cela laisse Hae-sojin choquée car elle ne savait pas que Chonsu avait la capacité de faire pousser des plantes en peu de temps. Hasujin continue de se demander quel genre de personne est Chonsu. Peu de temps après, il achète le nouveau bloc, laissant la déesse et son serviteur se réjouir comme des enfants. Chonsu est également heureux car il est enfin devenu propriétaire. Apparemment, un seul bloc se compose généralement de 100 unités de propriété et une fois toutes acquises, la faction en prend possession. Chunsu est exceptionnellement heureux car, sur Terre, il pouvait à peine acquérir une seule pièce. En plus de cela, l'achat du terrain s'accompagne d'une multitude de nouvelles fonctionnalités, et la plus importante est la fonctionnalité d'attribution de traits au bloc. Chonsu reçoit un conseil du système, lui indiquant que les traits attribuables à un bloc dépendent du dieu de l'apôtre ou de la nature du bloc. Chonsu est heureux d'entendre cela car la fonctionnalité s'accorde parfaitement avec la nature de la déesse. Le système lui demande de choisir un trait à attribuer au bloc, et ses options sont croissance et mort. Comme la croissance semble meilleure que la mort, il pense à choisir la croissance. De plus, il croit que cela aidera aussi à la croissance de la déesse. Cheonsu applique le trait de croissance, mais les choses ne semblent pas vraiment différentes de ce qu'elles sont. Chonsu conclut qu'il n'y a pas de différence notable, car c'est encore au stade 1. Il vérifie la fenêtre de statut pour voir que le trait de croissance affecte pratiquement tout. Chonsu affiche un sourire jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'il existe une option pour la croissance des monstres invoqués. Chonsu est sur le point de s'évanouir de peur en découvrant cela. Cela signifie essentiellement que le trait a ses bons et ses mauvais attributs. L'un des mauvais attributs est que les monstres morts-vivants en ont également bénéficié, même s'ils ont grandi. Chonsu est soulagé qu'il soit encore gérable. Il sort comme d'habitude pour affronter les monstres et les élimine facilement. Il est content car les monstres morts-vivants plus forts signifient aussi plus de points pour lui. Soudain, Rohan apparaît derrière lui, le surprenant car il n'avait même pas senti sa présence. Chonsu se rend compte que Rohan est venu le voir parce que sa pomme est déjà terminée. Rohan se demande ce que Chonsu entend par déjà et Chonsu lui rappelle que cela ne fait même pas une semaine qu'il a reçu le dernier lot. Chonsu conclut que Rohan va finir par mourir à force de manger trop de pommes. Chunsu lui demande combien de pommes il désire, et il répond 120, mais davantage serait idéal. Chunsu informe alors Rohan qu'il devra adapter la saveur en raison du changement d'environnement. Il dit que Rohan goûtera une pomme gratuite. Sans que Chonsu le sache, la déesse et ses serviteurs sont réunis sous le pommier. Il est surpris en arrivant et les voyant s'amuser. Le groupe semble presque s'enfoncer dans le sol en voyant Rohan, car il paraît dangereux. Soudain, Rohan brandit son épée, et Chonsu croit qu'il vise le groupe. Il plonge pour les protéger, mais finalement, Rohan visait juste les pommes. Chonsu croit que Rohan n'a pas perçu la présence de la déesse puisqu'il vient de les appeler familiers. Rohan dit qu'il peut sentir le trait de croissance sur le bloc et à cause de cela, il aimerait rester et s'entraîner. Mais il assure à Chonsu qu'il va payer. Chonsu devient intéressé lorsqu'il entend que Rohan est prêt à payer et il lui demande combien il propose. Rohan sourit en lui disant le montant d'argent qu'il est prêt à débourser. Cela plonge Chonsu dans un état d'extase et il serre immédiatement la main de Rohan, le saluant comme son client estimé. Rohan lui demande s'il pense que sa demande est possible et Chonsu répond oui.
Cependant, il veut savoir si l'environnement ne sera pas déchiré en deux, et Rohan le rassure que ce ne sera pas le cas. Chansu demande également si les choses vont soudainement exploser de nulle part, mais Rohan le rassure qu'il n'a rien à craindre. Chansu dit alors à Rohan qu'il n'a pas le pouvoir de fabriquer des monstres, puisqu'il n'a même pas beaucoup de points à disposition. Rohan lui fait savoir qu'il n'a pas besoin de son aide pour trier les monstres car tout ce dont il a besoin, c'est d'un espace dans le coin. Chansu est étonné d'apprendre que c'est tout ce dont Rohan a réellement besoin. Chansu n'a aucun souci avec cela, mais il informe Rohan qu'il y a une autre chose qu'il désire en plus de l'argent. Chansu ouvre son cœur, disant qu'il aimerait que Rohan soit son garde car le monde dans lequel ils vivent est souvent en danger. Chansu pense qu'il vaudrait mieux que Rohan assure la protection. Après tout, Rohan est l'un des meilleurs épéistes qui existent. Rohan répond qu'il envisagera l'offre de Chansu s'il peut améliorer l'effet de croissance. Chansu est ravi d'entendre cela et il assure à Rohan qu'il va augmenter le taux de croissance de 50 000 points chaque jour. De plus, il est prêt à fournir 10 pommes par jour. Rohan est plus préoccupé par les pommes et demande si elles peuvent être achetées différemment. Chansu le rassure alors qu'il n'a pas à s'inquiéter pour les pommes. Pendant ce temps, Doji et les autres tremblent de peur car il semble que Rohan va désormais rester avec eux. Chansu pense aussi que les familiers seront contents car ils ont un maître d'épée pour les protéger. Il se retourne pour voir une réaction différente du groupe. Rohan voit cela aussi, mais Chansu ment en disant que le groupe est seulement timide parce qu'il est nouveau. Chansu essaie de les faire se familiariser avec Rohan, mais le groupe s'enfuit à la place. Chansu n'en croit pas ses yeux, mais il surmonte ce moment gênant pour partager avec Rohan sa première demande. Plus tard, ils inspectent l'autre bloc quand Rohan détecte quelque chose derrière les buissons. Ils s'approchent pour vérifier et découvrent un chat allongé là. Chansu est surpris car il ne s'attendait pas à trouver d'autres animaux comme Amstol dans la zone. Voyant le chat détendu, Chansu pense qu'il n'est pas dangereux. Avant que Rohan ne l'arrête, Chansu s'approche pour le caresser. Le chat se réveille, voit un visage peu attrayant au-dessus de lui et sursaute comme s'il voyait un fantôme. Le chat siffle à Chansu, ce qui lui donne presque des frissons dans le dos. La fenêtre de statue informe alors Chansu que le chat est en réalité l'apôtre de la négation et qu'il a déclaré la guerre à son quartier. Chansu est choqué que l'apôtre ait déclaré la guerre contre lui juste parce qu'il l'a caressé un peu. Les larmes aux yeux, il demande à Rohan si le chat est l'apôtre de la négation parce qu'il a déclaré la guerre contre lui, mais Rohan pense que le gars dit n'importe quoi. Chansu pense que le chat est fâché d'avoir été touché sans autorisation. Il s'approche du chat pour tenter de régler leurs différends, se demandant pourquoi il doit affronter un petit chat. À ce moment, Rohan le surprend en disant qu'il ne combattra pas le chat. Rohan explique que les apôtres qu'il devra affronter apparaîtront bientôt à travers la frontière du bloc. Rohan dit étonnamment qu'ils seront humains. Chansu est choqué car tuer des monstres était facile, mais les humains, c'est différent. Comme si Rohan savait ce qu'il pense, il lui dit qu'il est libre de tuer la négation. Rohan informe Chansu qu'ils ont la possibilité de ressusciter au temple. Chansu est choqué d'entendre cela, et il demande à Rohan s'il parle d'un point de contrôle, et Rohan répond oui. Chansu considère cela comme un avantage injuste car lui et son groupe n'ont pas le luxe d'avoir simplement une seconde chance s'ils échouent. Les apôtres de la négation, eux, peuvent agir sans subir les conséquences. Chansu est enthousiaste pour la bataille car il est désavantagé et il demande à Rohan s'il va l'aider dans la bataille à venir. Rohan répond qu'il est prêt à aider s'il le peut. Comme prévu, un groupe de négation, de monstres loyaux et d'apôtres humains apparaît dans le quartier. L'un d'eux tient un mégaphone dans sa main et fait une annonce forte demandant à Chansu de se montrer. Au quartier général de l'alchimie, Hasujin a pris la queue d'autruche SAP pour l'examiner. Elle pense à quel point Chansu est impressionnant. Elle croit que Chansu est fort tel qu'il est, avec l'aide d'un artefact. Apparemment, un artefact est un objet divin créé pour ceux qui sont proches d'un dieu. Parfois, il est créé à partir des restes d'un dieu mort, accordant à l'utilisateur le pouvoir du dieu. Après réflexion, Hasujin doute que Chunsu utilise un artefact, car ils sont difficiles à manier à moins de correspondre à la nature divine. Hasujin pense aux possibilités futures des choses lorsque Unsu se précipite dans la pièce. Hasujin est choqué, et encore plus choqué lorsque Unsu commence à marcher vers elle. Unsu a la queue d'autruche SAP avec lui et il crie à Yunsu, lui demandant d'où il a obtenu le SAP. La question choque Usojin, mais sans aucun doute, elle sait que quelque chose de fou est sur le point de se produire à nouveau. De retour au bloc de Chansu, les apôtres le pressent de sortir avant qu'il ne se lasse de le chercher. À leur insu, Chansu et Rohan se cachent dans les buissons à proximité. Chansu se demande pourquoi les gars agissent de manière imprudente et il demande à Rohan s'il pense que c'est parce qu'ils peuvent ressusciter même s'ils meurent. Rohan le confirme, disant qu'ils agissent probablement de cette manière en raison des chances de ressusciter. Même s'ils ont peu de temps pour affronter les ennemis, Chansu est soulagé d'avoir Rohan à ses côtés. Il met essentiellement toute sa confiance en Rohan. À ce moment-là, Chunsu sort de sa cachette, tenant sa faucille. L'apôtre regarde Chansu comme s'il était une sorte de faible et lui dit de lui apporter des pommes.
Un autre gars se moque de Shansu, lui disant qu'il est en infériorité numérique et qu'il n'a aucune chance contre eux. Cependant, l'équipe commence à être nerveuse parce qu'ils ne voient pas Shansu faire quoi que ce soit, ce qui est assez étrange. Après quelques minutes de silence, Shansu finit par parler, disant à l'apôtre qu'il n'est rien d'autre qu'un déchet et qu'il ne vaut pas la peine de s'inquiéter. Shansu est confiant car il a le maître épéiste qui le soutient et avant la négation, les gars devront avoir la chance de faire quelque chose de fou. Rohan s'en serait occupé. L'apôtre est furieux à cause de cela et il donne à Shansu une dernière chance de remettre les pommes de l'empereur. Shansu rétorque en lui disant d'aller au grand magasin s'il veut vraiment manger des pommes. L'apôtre est submergé de rage à cause de la grande gueule de Shansu et il lui demande s'il peut gérer les conséquences de son arrogance. Shansu brise encore plus l'ego du type en lui disant d'aller poser à sa mère toutes les questions stupides qu'il lui pose. Les mots de Shansu frappent le type là où ça fait mal et il ordonne furieusement à ses subordonnés de tuer Shansu. Au bureau d'alchimie, Eunsu harcèle Hasujin pour savoir où elle a obtenu le SAP. Hasujin a envie de lui dire, mais elle mentionne que les informations des clients sont confidentielles. Yunsu lui dit alors qu'il a seulement demandé à cause des frais de main-d'œuvre. Yunsu avoue que le SAP de queue d'autruche que Hasujin a apporté a un pourcentage de pureté plus élevé que les autres, ce qui est toujours difficile à maintenir à ce niveau de pureté. Yunsu sort une feuille de contrat et la remet à Esujin, lui demandant si elle peut continuer à leur fournir le SAP. Heusujin répond qu'elle devra d'abord demander au cultivateur et Yunsu suggère qu'ils signent un contrat provisoire. Yunsu est heureux d'entendre cela et il informe Heusujin que quiconque est responsable du SAP sera toujours le bienvenu au département d'alchimie. Retour à l'affrontement entre Shansu et les apôtres de la négation. Le chef des apôtres remarque que Shansu est assez calme pour quelqu'un qui est en infériorité numérique. Il se demande pourquoi Shansu est si confiant, tandis que de son côté, Shansu réfléchit à la manière dont il va abattre les squelettes qui s'approchent de lui. Alors que les squelettes se précipitent vers lui, Shansu active la compétence de décapitation massive et il anéantit toute l'équipe de squelettes en un seul coup. L'apôtre est surpris de voir ses subordonnés voler dans les airs comme s'ils étaient des plumes. Shunsu enfonce davantage le clou en déclarant à l'apôtre que ses subordonnés sont vraiment faibles. Shunsu se tient fièrement au-dessus des ossements, demandant à l'apôtre s'il est enfin prêt à se rendre. Cependant, l'apôtre refuse catégoriquement de subir une défaite face à un simple fermier de niveau D. Il sort alors un orbe et invoque un monstre gigantesque nommé Héraclès. Héraclès a l'air absolument terrifiant avec une tête de lion attachée à son épaule gauche. Au lieu de fuir de peur, Shansu trouve encore le moyen de se moquer de l'apôtre, lui disant qu'il est très mauvais pour donner des noms. L'apôtre rit de Shansu, lui disant qu'il est sur le point de regretter ses actions parce qu'Héraclès est une arme qui vaut beaucoup d'argent. L'apôtre ordonne alors à Héraclès de s'en prendre à Shansu. Héraclès balance son énorme coup de poing, mais il l'esquive facilement. Avant qu'Héraclès ne puisse faire un autre mouvement, Shansu brandit sa faucille et l'envoie au ciel en un seul coup. Héraclès s'écrase au sol, choquant l'apôtre, qui se vantait déjà de la force d'Héraclès. L'apôtre pleure de douleur, disant qu'Héraclès est un monstre qu'il a assemblé depuis 10 ans et que Shansu l'a abattu comme si de rien n'était. L'apôtre se tourne vers sa subordonnée Swai, une apôtre de 4e génération, pour la réprimander de ne pas avoir participé au combat. Swai lui rappelle qu'il a poursuivi Shansu avec assurance, et elle ne voit pas pourquoi il devrait se plaindre après avoir été battu par un fermier. Swai dit au type qu'elle est prête à se salir les mains, mais elle demandera des frais supplémentaires. Après tout, son rôle était de montrer le chemin et rien d'autre. Shunsu sourit et s'enthousiasme pour toute l'affaire jusqu'à ce que Soye tourne son regard vers lui et que ses yeux deviennent rouges. C'est à ce moment qu'un indice arrive, informant Shansu que Soye utilise la compétence appelée négation de la vie, qui place une malédiction sur la cible. Le système ne minimise pas la dangerosité de la compétence, et avant que Shansu ne s'en aperçoive, il est sous l'emprise de la compétence de Soye. Le type agaçant rit en voyant que Shansu est tombé dans le piège de Soye. Il dit à Shansu qu'il est sur le point de voir ce qui se passe quand quelqu'un franchit la négation. Soye crie après le type, lui disant de ne pas oublier la véritable raison pour laquelle ils sont venus en premier lieu. Le type se met rapidement en mouvement pour essayer de trouver le pommier, mais il promet de se venger plus tard pour sa création brisée. Alors qu'il se précipite à travers les bois, il peut sentir l'odeur des pommes dans l'air et se rend compte qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant qu'il n'y arrive. Soudain, il remarque un léger mouvement derrière lui, mais lorsqu'il se retourne, il ne voit personne. Il est confus car il ignore où est la personne. Soudain, Rohan apparaît au-dessus de lui, et grâce à la réputation de Rohan en tant que maître d'épée populaire, le type le reconnaît. Cependant, cela ne lui est pas d'une grande aide car Rohan le met à terre. Pendant ce temps, Shansu ouvre soudainement les yeux pour se retrouver de retour sur Terre. La dernière chose dont il se souvenait était de combattre la négation, mais il était soudainement apparu ailleurs. Il réalise que tout semble différent de ce qu'il connaît. À ce moment, il entend ses parents l'appeler par derrière. Il se retourne pour voir que ses parents sont réellement là et son visage s'illumine de joie alors qu'il se précipite vers eux. Il saute dans leurs bras et les serre fort tandis que des larmes coulent sur son visage.
Shansu crie fort, demandant aux deux où ils ont été jusqu'à présent, et il les supplie de ne plus jamais partir. Soudain, sa plus grande peur commence à se réaliser devant lui à nouveau. Ses parents le repoussent doucement et s'éloignent lentement alors qu'il crie désespérément, les suppliant de ne pas partir. Shansu hurle de douleur intense, mais soudainement Rohan le tire de ce rêve étrange et troublant qu'il est en train de faire. Il lui dit qu'il souffre du tour de Swai et que ce qu'il a vu n'était pas réel. Rohan avait frappé Swai au bras en essayant de sauver Shansu, et elle ne pouvait pas croire que Rohan se trouvait dans un endroit comme celui-ci. Swai tombe à genoux et Shansu, furieux, se précipite vers elle avec sa faucille, prêt à la punir pour l'avoir fait pleurer. Cependant, Rohan arrive à Soe avant lui et la met à terre. Soya est ensevelie par l'eau marécageuse et Rohan s'excuse de s'être immiscé inutilement. Cependant, Shansu n'est pas fâché pour cela, il est même reconnaissant. Shansu suggère alors qu'ils retournent à la base. Pendant qu'ils reviennent pour nettoyer le désordre, Rohan lui demande quel est son plan pour l'avenir et il révèle que son plan est de devenir la force la plus puissante du monde. Cependant, la toute première chose qu'ils envisagent de faire est de prendre le contrôle de chaque bloc environnant. Il demande alors à Rohan s'il peut continuer à apporter son aide pour cela, et Rohan lui assure qu'il n'a absolument aucune raison de refuser tant qu'il est payé en pommes. Shansu assure alors Rohan qu'il va le payer avec autant de pommes qu'il le souhaite. Alors qu'ils retournent à la base, ils croisent à nouveau le chat noir, et Shansu demande à Rohan quel est l'accord avec le chat. Rohan lui dit avec désinvolture que le chat est l'une des 7 calamités, un prédateur territorial. Cela choque Shansu car il pensait que le chat était un chat amical ordinaire et il réalise qu'il aurait pu se faire tuer sans le savoir. D'autre part, le soldat de la négation s'est retrouvé enfermé dans une cellule pour avoir perdu la bataille contre Keonsu. Le système lui dit qu'une pénalité de surcharge a été appliquée en raison de la différence extrême entre sa faction et la faction de bas niveau de Chansu. Il est tenu de payer 1 million de pièces d'or comme punition, et cela choque le type parce qu'il ne pense pas que la différence de puissance soit juste. Il refuse de payer l'argent, affirmant qu'il y avait un maître d'épée soutenant Shansu. Le système reconnaît alors le refus du type de payer comme une incapacité à rembourser la dette requise, et il serait transféré à la négation. Le type voit cela et panique, suppliant le système de revenir car il est maintenant prêt à payer. À ce moment-là, il est traîné hors de sa cellule par les monstres morts-vivants et pour aggraver sa situation, une effrayante apôtre de la négation, Dana, apparaît. Elle lui dit d'expliquer soigneusement ce qui s'est passé s'il ne veut pas subir un sort pire que la mort. Le type informe Dana qu'il a découvert l'emplacement du site de culture de la pomme de l'empereur. Dana soupçonne que le type raconte des mensonges pour échapper à sa situation, mais il le promet solennellement, affirmant que c'est Rohan qui a compromis ses plans. Dana ne veut toujours pas y croire car elle sait très bien que les réparations n'auraient pas été fixées si haut si Rohan avait combattu aux côtés de Shansu. Le type continue de dire à Dana qu'il dit la vérité. Il mentionne que Soye a été vaincu aussi, ce qui surprend Dana. Dana se lève alors de l'endroit où elle est assise et elle marche vers le type. Le type perd presque son petit ego masculin alors que la dame effrayante s'approche de lui. Dana lui dit ensuite qu'ils ne peuvent pas tenir Sui pour responsable, ce qui signifie qu'il sera celui qui subira les conséquences de leur échec. Dana sourit malicieusement en disant au gars qu'elle a une proposition. Elle saisit la tête du gars et le place sous un contrat qui fera de lui un prisonnier jusqu'à ce qu'il réalise ses souhaits. Elle dit au gars de se rendre sur le site de culture et de commencer à y travailler. Le gars soutient que c'est impossible, mais Dana le menace de le transformer en mort-vivant s'il ne coopère pas. Elle lui dit que pour sortir de ce pétrin, il doit trouver un moyen d'infiltrer le site de culture de pommes.